Merci à tous pour votre présence et pour votre assiduité pour un samedi après-midi. Donc, on va tout de suite passer à la présentation du professeur Tazim Zalk Zoubida, donc, qui est médecin interniste et également spécialisé en hématologie clinique, et qui va tout de suite aborder le sujet de la maladie thromboembolique dans le contexte du cancer. Donc ça, on nous en a largement parlé ce matin. Donc les situations néoplasiques sont des situations qui sont à très haut risque thrombotique et hémorragique. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'ACP pour l'invitation. Merci pour les partages, la qualité de la journée. C'est très intéressant et pour notre spécialité particulièrement intéressant parce qu'on adore ces espèces de même pas grand écart, mais bon, écart quand même entre les différentes spécialités. Donc, moi, je vais parler d'un petit dada qui est la maladie thromboembolique veineuse. Et dans le cadre du cancer, on va essayer de répondre à certaines questions qui se posent. Trois parties dans la présentation, une partie un peu générale. On va rappeler des chiffres, on va actualiser les chiffres des données théoriques, et on va essayer de finir par la partie la plus grande qui va être la pratique. Et la pratique dépend des questions en général qu'on nous pose et le retour du vécu des praticiens vis-à-vis des problèmes qu'ils pourraient avoir justement dans cette association. Cette association que vous connaissez parfaitement maintenant, hein, qui est particulièrement importante. La loi des 20-20 est assez intéressante à connaître. 20% de toutes les MTEV est en rapport avec la néoplasie et 20% des patients qui ont un cancer vont développer une thrombose avec un risque thrombotique chez les patients qui ont un cancer multiplié par, en général, multiplié par 5, vous le voyez sur le diagramme de droite. Si on actualise les chiffres sur des données récentes, c'est une problématique qu'on va vivre de plus en plus, parce que vous voyez, les cas de MTEV cancer sont en augmentation exponentielle, alors que les cas MTEV sans cancer sont stables avec une petite tendance à la diminution. Et sur cette publication, en 10 ans, on a doublé l'incidence de la thrombose associée au cancer. Et sur des publications et des suivis un petit peu plus récents, vous le voyez, pareil, on a augmenté à peu près de 50% l'incidence de la thrombose dans le cadre du cancer. Une petite information, c'est que cette augmentation d'incidence concerne les cancers qui sont les plus thrombogènes. Et plus on thrombose, plus on thrombosera. Et les cancers qui sont un petit peu moins thrombogènes gardent une incidence de MTEV qui est relativement stable. Par exemple, dans le cancer du sein, l'incidence de la maladie thromboembolique veineuse n'a pas particulièrement augmenté. Ce qui nous amène à expliquer un petit peu cette augmentation d'incidence. Au début, on se disait c'est parce qu'on surveille plus les patients et donc on trouve plus d'embolies incidentales, par exemple. Or, par exemple, le cancer du sein est surveillé de la même manière que les autres cancers, mais l'incidence n'a pas augmenté. Ça veut bien dire que c'est une vraie augmentation d'incidence en rapport avec la maladie et en rapport avec le fait que c'est ce qu'on appelle un biais de survie. Les patients vivent plus longtemps et donc ont le temps de développer la maladie thrombotique. Donc c'est une vraie augmentation d'incidence de la maladie et ce n'est pas que parce qu'on les cherche mieux et qu'on les trouve mieux. Il y a une petite proportion certaines, mais il y a une vraie augmentation d'incidence parce que les patients vivent plus longtemps, parce qu'on les traite mieux et aussi probablement parce qu'on utilise des thérapies qui pourraient augmenter l'incidence de cette maladie. Donc globalement, en 20 ans, on a 3-4 fois triplé, quadruplé l'incidence de cette association. Très rapidement, 2 slides pour revenir sur le fait que cette association, on le voit bien. Les slides sont à votre disposition. Donc, si vous voulez demander les slides, je vous les donne. Là, vous demandez. Donc comme ça, vous restez accrochés. Donc, il y a 2 slides que vous avez vu beaucoup, sur lesquels on ne va pas forcément revenir parce que la triade de Virchow, elle est particulièrement exprimée
dans l'association cancer et thrombose sur la lésion endothéliale, sur les hypercoagulabilités, sur la stase sanguine. Et sur l'hypercoagulabilité, il y a une vraie particularité de cette association par le fait qu'on va, chez ces patients, utiliser des médicaments qui augmentent le risque thrombotique, notamment les thérapies ciblées, la chimiothérapie, certaines thérapies spécifiques, notamment dans le myélome, les IMID, les thérapies, l'immunothérapie qui augmente le risque également de thrombose, mais aussi par la tumeur elle-même, par l'expression de certains éléments par la tumeur elle-même, notamment du facteur tissulaire, notamment par beaucoup plus de NETs chez ces patients, hein, les espèces de filets qui proviennent des neutrophiles, qui constituent vraiment des espèces de pièges à plaquettes et qui, derrière, favorisent la constitution de la thrombose. Donc tout ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il y a beaucoup d'avancées, mais pour lesquelles, pour l'instant, sur le plan pratique, on n'arrive pas à avoir encore la main. Autre chose, c'est que quand on est dans une situation de CAT, thrombose associée au cancer, on a les facteurs inhérents au patient, les facteurs inhérents au traitement, comme je vous l'ai dit, mais aussi les facteurs inhérents au cancer. Et on garde bien en tête que certains cancers sont plus thrombogènes que d'autres. Hein, on a vu pour le pancréas, poumon, hein, beaucoup, moins pour le sein, par exemple, le tube digestif, beaucoup, mais également le stade de la maladie. Le stade de la maladie, plus la maladie est évoluée métastatique, plus le risque thrombotique augmente. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a un corollaire sur le plan pratique? Le premier corollaire, c'est quand même que c'est quelque chose de grave. L'association thrombose-cancer, c'est quelque chose de grave parce que ça va hypothéquer quelque chose chez les patients, ce que j'appelle une perte de chance. Vous le voyez, les patients avec ou sans thrombose, il y a une augmentation de la mortalité, on multiplie par 4 à peu près le risque de mortalité quand on a fait une thrombose, et ce n'est pas que parce que la maladie est plus évoluée. C'est réellement par le risque thrombotique également. C'est la deuxième cause de mortalité après la maladie elle-même, au même risque que, vous le voyez, les infections. Et vous voyez le risque de décès multiplié par 4, le risque d'embolie pulmonaire fatale par 3, le risque de récidive, le risque d'hémorragie, ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose où il y a une vraie perte de chance chez le patient, où on va freiner peut-être la prise en charge, arrêter certains traitements, retarder un certain nombre de traitements. Et c'est vrai sur des publications anciennes, c'est vrai sur des publications actualisées encore aujourd'hui. Et cette diapositive pour insister sur le fait que pour des cancers qui sont censés être de bons pronostics, hein, prostate, sein, c'est des choses qu'on arrive à très bien soigner aujourd'hui. On augmente quand même le risque de mortalité par 4 quand il y a une thrombose. Donc tout ça, c'est très intéressant pour positionner on va dire l'impact de cette association dans le pronostic général de la maladie. Et vous allez me dire que finalement, tout ce que je vous dis, ce serait bien si derrière, on pouvait proposer quelque chose pour éviter que la maladie survienne. Et cette diapositive, elle nous dit bien que dans l'histoire naturelle, on va dire, de la maladie thromboembolique et du cancer, on a une variabilité en termes de timing, où on peut avoir une thrombose qui vient avant le cancer, et on discute la recherche du cancer, on ne va pas en discuter dans cette présentation, mais qui pourrait être discutable, que le cancer vient avant la thrombose, et éventuellement, là, on discute la place de ce qu'on appelle la prévention primaire. Est-ce que ça vaut le coup, chez ces patients à haut risque, de mettre ce qu'on appelle une thromboprophylaxie avant la survenue de thrombose? Là aussi, on ne va pas en parler dans cette présentation parce qu'il y a des données, il y a ce qu'on appelle des biscuits, mais ce ne sont pas des choses qui, aujourd'hui, impactent la pratique au quotidien. On va par contre, aujourd'hui, parler des particularités de l'association thrombose et cancer et des particularités qu'elle va apporter sur le plan thérapeutique curatif, éventuellement de la prévention secondaire au long cours. Deux éléments aussi à positionner avant de démarrer le traitement proprement parlé, c'est que bien évidemment le risque thrombotique est variable dans le temps. On peut avoir une thrombose au début de la prise en charge, au moment de la récidive de la maladie, à l'occasion d'une complication de la maladie. Et la deuxième chose qu'on a dit depuis le début de cette maladie, depuis le matin, c'est que je ne sais pas s'il y a un terme qui est revenu, vous avez compté le nombre de fois où ce terme est revenu, mais à mon avis, au moins une vingtaine de fois, c'est cas
par cas. Il est exclu d'imaginer que dont on va parler, c'est quelque chose qu'on peut faire chez tous les patients. La population cancer et la population thrombose, mais surtout la population cancer est une population extrêmement hétérogène, et bien évidemment, on prend en considération le type du cancer, le site, le diagnostic, le suivi, la localisation, le traitement en cours ou pas, bien évidemment, les complications qu'il y a, et surtout, le pronostic général de la maladie. Il est exclu d'imaginer que en fin de vie ou en fin de traitement, quelqu'un qui fait une thrombose va avoir droit à exactement la même prise en charge que quelqu'un qui démarre son traitement, pour lequel on a une vision thérapeutique qui est beaucoup plus ambitieuse. Donc, on garde bien en tête qu'on ne sera pas seul à prendre cette décision, que c'est une décision qu'il va falloir, de la mise sous anticoagulant, bien évidemment, et quel anticoagulant, mais c'est une décision qui va être concertée avec les différentes personnes qui prennent en charge le patient. Pourquoi cette particularité de prise en charge et de quoi on va parler? On va parler de cette association, du fait que sous-traitement, on a beaucoup plus de récidives, beaucoup plus d'hémorragie et une mortalité plus augmentée. Donc déjà, on part d'un handicap sur le plan thérapeutique. Alors, les traitements anticoagulants, on va faire vite pour aller à l'essentiel, pour rappeler que ce dont je viens de vous parler, les AVK sont en échec d'efficacité chez ces patients, avec 3 fois plus de complications thrombotiques, 2 fois plus de complications hémorragiques sous traitement AVK, et donc il fallait qu'on cherche autre chose, d'où l'utilisation des HBPM au long cours. On va revenir sur la méta-analyse, où on a montré que les HBPM faisaient mieux que les AVK sur les récidives thrombotiques, avec une neutralité, voire mieux sur le plan hémorragique. Et quelle est la place des AOD dans ce niveau-là, dans ce paysage, et les recommandations, qu'est-ce qu'elles donnent? Alors, pour les HBPM, par rapport aux AVK, les études ont été faites, de belles études, avec des HBPM donnés au moins 3 mois, pour éviter justement les complications hémorragiques et les complications thrombotiques, et ça marche, puisqu'en termes de récidive, on baisse de 2 fois le risque de récidive versus AVK, avec une neutralité hémorragique. Et quand on regarde les méta-analyses un petit peu plus récentes qui ont inclus un petit peu plus de patients, il y a moins de récidive et même moins d'hémorragie que AVK. Donc les AVK sont vraiment pas un partenaire dans la prise en charge de ces patients, pas à oublier, mais à éviter au maximum quand on peut le faire. Et ça a été l'âge d'or un petit peu des HBPM dans cette association, où pendant 5 ans, toutes les recommandations sont revenues sur le fait que les HBPM doivent être donnés dans les 3 premiers mois, tout du moins, de traitement d'une association cancer et thrombose. Donc, on garde en tête que l'HBPM est un vrai outil thérapeutique qui marche bien. Le problème des HBPM, bien évidemment, c'est l'injection quotidienne, le monitoring du taux de plaquettes, quoique on revient beaucoup dessus, les hématomes locaux, le coût, et la maintenance sous traitement. La maintenance sous traitement est assez mauvaise, puisque au 3e mois, seuls 20% des patients sont encore sous traitement par injection. Et donc ça, c'est assez limitant. Et non seulement c'est assez limitant, mais ça pose la question de est-ce qu'on peut faire mieux, d'autant qu'il y a encore un risque résiduel et un risque d'hémorragie majeure. Et la place des AOD dans ce paysage, là encore, qu'est-ce que ça peut donner? Alors la place des AOD, on y va très vite parce que, une petite parenthèse, il a fallu faire des études parce que les études qui ont validé la place des AOD dans la maladie thromboembolique en général sont des études où le comparateur était AVK. Or, on vient de dire que le comparateur ne doit pas être AVK puisque toutes les recommandations disaient que c'était les HBPM qui étaient thérapeutiques. Donc, il fallait faire des études. Et c'est pour ça qu'au début, quand les AOD sont arrivés, on n'avait pas le droit de mettre les AOD chez ces patients. Et donc, il fallait les études. Il fallait vraiment les études. Dans les études qui ont validé les AOD, 10% des patients avaient un cancer et assez peu finalement de cancer actif. Et c'était une population à peu près, quand on a fait la méta-analyse, de 500 patients, où la tendance était que c'était pas mal, où il n'y avait pas de signal négatif pour les AOD. Donc on s'est dit que, bon, allez, on y va, on fait les études. Les études ont été faites. On va parler de 3 études principales.
Enfin, on va en parler de manière très générale. Mais en fait, 3 études ont été faites, de belles études, avec de belles publications dans de beaux journaux, avec des résultats intéressants. Et les résultats, pour aller très vite, c'est finalement, qu'est-ce qu'on cherchait à avoir? On cherchait à avoir au moins une efficacité comparable aux HBPM en termes de récidive et une sécurité au moins comparable aux HBPM pour qu'il y ait moins de saignement, pour éviter aux patients de se faire injecter finalement et d'avoir une prise orale, puisque c'était ce qui freinait l'utilisation des HBPM. Donc les études sont faites et vous avez ici les résultats sur la récidive. Et c'est clair, sur votre droite, les plots sont plus bas et donc en termes de récidive, on a gagné avec ces AOD versus HBPM et on a gagné à peu près 30-40% en fonction des études. Donc le signal sur les récidives est bon, ça marche. Qu'en est-il par rapport aux hémorragies? Maintenant, vous connaissez bien les anticoagulants. Quand on gagne d'un côté, forcément, il y a quelque chose qu'on va payer de l'autre côté. Et si on est plus efficace en thrombose, on est certainement un petit peu plus efficace en termes d'hémorragie, on fait un petit peu plus saigner. C'est ce qui a été retrouvé quand on a regardé les hémorragies. Et vous le voyez, là aussi, les AOD, les plots des AOD font saigner un petit peu plus que le plot des héparines de bas poids moléculaire, que ce soit en major bleeding ou en hémorragie cliniquement relevante. Alors à partir de là, vous imaginez bien que la littérature s'est déchaînée avec un nombre d'études, de sous-groupes, de méta-analyses. Hein. Mais là, franchement, c'est peut-être entre 50 et 100 sous-papier de ces 3 études. On va regarder 3 méta-analyses parce que quand même les méta-analyses, elles sont intéressantes parce qu'elles augmentent la puissance des études, d'autant que les patients potentiellement peuvent être, on va dire, équivalents. Dans la première méta-analyse, elle va dire que la tendance à l'amélioration de la récidive se confirme et la tendance à l'hémorragie se confirme sans significativité pour l'un ou pour l'autre. Si on regarde la deuxième méta-analyse, qui va inclure un petit peu plus d'études, parce que 2 autres études ont été faites, ou des analyses, on va dire, intéressantes sur le plan méthodologique, c'est ce qu'on appelle des méta-analyses ancillaires, c'est-à-dire qu'on avait la base de données des patients, et donc c'était vraiment utilisable, et non pas que des résultats d'études, c'était vraiment la base de données des patients. La base de données des patients confirme là encore l'amélioration du risque de récidive, et cette fois c'est significative, et confirme la tendance hémorragique avec une non-significativité sur les saignements majeurs et une significativité sur les saignements cliniquement relevants. Mais allez, on va s'arrêter là pour se dire qu'au lieu de dire, allez, ça fait comme ci, ça fait comme ça, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même aller regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces études et essayer de ressortir, essayer de garder ce bénéfice thrombotique pour voir quels patients peuvent avoir ce bénéfice thrombotique et ne pas perdre en hémorragie. Et donc, on s'est intéressé à ce qui se passait à l'intérieur de ces études et on a commencé par regarder de quel type de cancer il s'agissait. Et le premier message qui va sortir de ces études, c'est que ce sont les cancers digestifs qui saignent. Or, on se rend bien compte que dans ces études, le cancer digestif était représenté de manière importante, un peu surreprésenté. Donc c'est normal qu'avec plus de cancers digestifs au départ, il y ait plus de saignements. Et de manière assez, on va dire, mathématique, on va voir que ce qui est cancer digestif, ça saigne, ce qui est cancer digestif, ça ne saigne pas. Ce qui est également intéressant, c'est que c'est au niveau digestif que ça saigne, quelle que soit la molécule qu'on utilise. Il n'y a pas, elle fait saigner plus ou elle fait saigner moins ou en comparaison. Si on regarde même l'HBPM, si c'est quelque chose qui saigne, c'est dans le tube digestif. Donc, quel que soit X, ce tube digestif ou les génitaux urinaires vont être regardés de manière un petit peu plus, on va dire, on va zoomer sur ces patients. Et donc, quand on va regarder la comparaison entre GI, gastro-intestinal, non-GI, non-gastro-intestinal, vous voyez que c'est vraiment le GI qui saigne. Et quand on est sur les non-gastro-intestinaux, surtout supérieur, estomac, œsophage, ça saigne de la même manière, HBPM ou AOD.
Si on peut rapetisser la diapositive. Donc on va revenir sur ce registre de la Mayo Clinique, qui est un registre prospectif qui est très intéressant, parce qu'il va nous dire la même chose de manière globale, que les cancers digestifs hauts saignent, eux, quel que soit, c'est ce qui saigne le plus, quel que soit l'anticoagulant utilisé, donc quelle que soit la molécule AOD, et HBPM ou AOD. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message de cette diapositive, c'est que vous voyez qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle les cancers luminaux et les cancers non luminaux. Ce qu'on appelle les cancers luminaux, c'est les cancers qui, on va dire, s'extériorisent à l'extérieur de la lumière, hein, l'œsophage, l'estomac, alors que les non luminaux, qui sont le foie tissulaire, le péritoine, le pancréas, ben c'est différent, ça saigne moins. Donc là aussi, quand on va dire attention cancers luminaux, eh ben, ça voudra dire que ce sont les cancers qui s'expriment sur la lumière extérieure, et ce sont eux qui saignent. Cette diapositive, juste pour revenir sur le fait qu'on a dit qu'Apixaban, ça ne saignait pas, mais Apixaban, ça saigne de la même manière que les autres. Ce n'est pas parce que dans l'étude, c'était comparable avec HBPM que ça ne saigne pas, ça saigne. Quand ça saigne, que ce soit pour API, Riva, EDO ou HBPM, c'est dans le tube digestif qu'on va garder ce message. Et ça confirme que dans la vraie vie, le taux est similaire de saignement, quelle que soit la molécule, que ce soit surtout dans les saignements cliniquement significatifs et les saignements majeurs. Cette diapositive pour un message qui est que le saignement, si vous voyez la différence, que ce soit GI ou non GI, le saignement, c'est surtout les 3 premiers mois. Surtout les 3 premiers mois de la prise en charge. Autre message, c'est chirurgie ou pas chirurgie. Donc, les 3 premiers mois, et quand le patient a été opéré, le risque de saignement baisse de manière très significative. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que finalement, on ne peut pas dire un estomac, ça saigne plus, ça thrombose plus, c'est un estomac, à quel stade, opéré ou pas, ayant un traitement préemptif ou pas, ayant des adénopathies touchées ou pas, son stade, ainsi de suite. Donc, on ne peut absolument pas on va dire, généraliser la discussion de prise en charge et dire ça c'est blanc, ça c'est noir. C'est vraiment une discussion globale qui intègre toutes les phases par lesquelles est passé le traitement, les phases thérapeutiques par lesquelles est passé et passera potentiellement le patient. Donc les recommandations sont données. Les recommandations, de manière générale, pour vous faire le résumé, disent qu'on peut utiliser les AOD chez les patients qui ont une néoplasie et qui thrombosent, pour peu que cette néoplasie, à l'initiale, ne soit pas une tumeur gastro-intestinale luminale ou génito-urinaire luminale, tout du moins au début du traitement. Et qu'au-delà du 3e mois de traitement, si on a besoin de continuer le traitement, on peut revenir sur les AOD en gardant en tête qu'on a une alternative qui est l'HBPM. Et si je vous dis 3 mois, ça peut être 1 mois, le temps de stabiliser le patient, de l'opérer, qu'il ait eu 2 cures de chimiothérapie, qu'il aille mieux, que ses lésions digestives, par exemple, la tumeur digestive est régressée, et à partir de là, on a le feu vert des oncologues pour nous dire « moi je vais bien, tu peux y aller ». Donc ça, c'est bien beau, on a les études, elles nous disent quoi faire par rapport à ce qui est donné par rapport à la population de ces études. Ce que les recommandations ne nous disent pas, c'est les patients exclus de ces études. Les patients exclus de ces études, vous voyez ici les critères d'exclusion, on a regardé, plus de 50%, 50 et 60% des patients screenés ont été exclus de ces études. Or, 60% des patients, on les prend en charge et il faut décider pour eux. Donc il faut vraiment prendre en considération que une bonne partie des patients, on va se poser des questions qui ne sont pas les questions auxquelles répondent forcément les recommandations. Et les questions, c'est celles-là. Par exemple, je vous ai mis les principales qui reviennent le plus, c'est en cas de thrombopénie, EP incidentale, en cas d'interaction médicamenteuse, en cas d'insuffisance rénale, en cas de métastase du système nerveux central. Vous imaginez bien, et vous l'avez dans votre vécu, que toutes ces questions, c'est tous les patients.
pratiquement tous les patients. Quelques éléments de réponse. Quelques éléments de réponse. 1. Les EP incidentales, c'est comme les EP symptomatiques. EP incidentale, c'est une embolie pulmonaire qui a été mise en évidence chez un patient qui ne présentait pas de symptômes d'embolie pulmonaire, pour lesquels on a fait un scanner de contrôle pour voir où en était sa maladie néoplasique, et chez lequel la réponse c'est « Ah, il y a une embolie pulmonaire, qu'est-ce qu'on en fait ?» Chez un patient qui a un cancer, il faut la traiter comme une embolie pulmonaire non incidentale. Donc ça, on va dire, l'affaire est la messe est dite. On ne revient pas sur ça. Plusieurs papiers, je vous en ai mis un ici, mais franchement, beaucoup de papiers à ce niveau-là. Les plaquettes. Alors les plaquettes, c'est évident, les patients, ils ont de la chimio, ils baissent leurs plaquettes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Là encore, c'est dynamique. Aujourd'hui, il a baissé ses plaquettes, dans 15 jours, les plaquettes, elles seront bien. 3 semaines après, elles vont rebaisser, qu'est-ce qu'on fait? Globalement, moins de 50 000, il ne faut pas donner d'AOD. Et au-delà de 50 000, il faut aussi réfléchir sur la gravité de la thrombose et le délai de la thrombose. Si on est sur une thrombose aiguë, qui a moins de 4 semaines, avec ce qu'on appelle des thromboses à haut risque, embolie pulmonaire segmentaire, proximale, TVP proximale, récidivante, il faut vraiment être serré et donner une anticoagulation full dose. C'est très important avec transfusion plaquettaire, mais franchement, voilà, je ne suis pas très convaincue de ça, mais éventuellement, on peut la proposer. Ça, ce sont des patients, il faut vraiment être vigilant sur l'anticoagulation. Si on est sur des embolies pulmonaires sous-segmentaires, des thromboses distales, on va donner de l'anticoagulation à plutôt moitié dose. Et si on est sur de la NTEV chronique, au-delà de 4 semaines, chronique entre guillemets, là aussi, là on peut là aussi se permettre de ne pas être en full dose, tout du moins au début. Et il vaut mieux commencer par une HBPM et proposer l'AOD au-delà de au moins 15 jours d'HBPM si le malade n'a pas saigné. Et si, surtout si, le taux de plaquettes a tendance à être plutôt stable ou à monter. Si le taux de plaquettes a tendance à baisser, ben la discussion va être autre et on reviendra éventuellement sur la discussion. L'autre grande discussion, c'est ce qu'on appelle le DDI, c'est les drug-drug interactions. On nous a vendu les AOD comme des molécules qui n'avaient pas d'interaction. D'accord? C'est le message initial. C'était vraiment le message initial. C'est vrai que ce sont des molécules qui ont la particularité d'avoir un range thérapeutique, d'avoir une efficacité sur vraiment un range très large. Et donc, on peut faire varier les taux de ces médicaments dans le sang sans être soit en saignement, soit en risque thrombotique. C'est vrai, mais quand même, on sait qu'il y a des interactions avec la PGP, avec le cytochrome, on le sait, et on sait qu'il y a des molécules qui font baisser, en oncologie, qui font baisser les taux plasmatiques des anti-10. On le sait, les études pharmacodynamiques ont été faites, pharmacocinétiques ont été faites. C'est vrai que là aussi, il n'y a pas beaucoup de données sur la pertinence clinique de ces modifications. Est-ce que ça fait saigner plus? Est-ce que ça fait thromboser plus? Pour l'instant, en oncologie, on ne sait pas très bien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, là c'est pour revenir sur, voilà, on vous dit ça fait baisser, ça fait monter les différentes molécules qu'on pourrait être amené à utiliser, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de recommandations quant à faire demi-dose, augmenter la dose, arrêter plutôt, en sachant que je vous ai mis les critères d'exclusion des études Okusai, Selecdi et Caravaggio, pour vous dire que les médicaments qui étaient fortement inducteurs de PGP ou de cytochrome ont été exclus, les patients ont été exclus des études. Encore une fois, exclusion. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse de la pertinence clinique de ces associations. Toujours est-il qu'on avait dit que pour d'autres molécules, il n'y avait pas de pertinence clinique. Or, les études commencent à sortir sur le fait que vous avez, par exemple, sur le diagramme de droite, l'estimation du risque de saignement chez des patients qui sont en fibrillation atriale et qui ont pris des médicaments inducteurs de PGP, amiodarone, dronédarone, diltiazem, fluconazole, clarithromycine, azithromycine pour on va dire le tableau de droite. Et vous voyez qu'il y a de la pertinence clinique, les patients saignent plus. Donc, on va être vigilant
encore aujourd'hui, même s'il n'y a pas de recommandation par rapport à ça, mais on va être vigilant par rapport au message qu'on va véhiculer par rapport à ces drug-drug interactions. Donc, le process du choix de l'anticoagulant, c'est du step by step, les plaquettes, le site du cancer, est-ce que le patient vomit? Enfin, si le patient vomit, trouble digestif du début de chimiothérapie, n'importe quoi, on ne va pas lui donner d'AOD, on va lui mettre de l'injectable jusqu'à ce qu'il aille mieux, qu'il tolère sa chimiothérapie. L'insuffisance rénale, bien évidemment, le Cockcroft à 30, pas d'AOD, même si aujourd'hui on arrive à baisser jusqu'à 20, et encore, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui on est à 30, demain on sera à 15, après-demain on va remonter à 45, donc là aussi c'est du dynamique. Attention. Les interactions médicamenteuses, le choix du patient bien évidemment qui intervient, et si on est dans un ou l'autre de ces cadres, on va choisir les HBPM qui sont encore une molécule efficace dans ce contexte, ou un AOD qui a montré que c'était pas mal quoi de l'utiliser. Et c'est 6 mois d'anticoagulation. Qu'est-ce qu'on fait au-delà de 6 mois? Madame la Présidente, j'ai encore 2 ou 3 minutes. Okay. La durée du traitement, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est 6 mois. Tout ce qu'on sait, c'est 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait au-delà de 6 mois? On sait que si le cancer est actif et qu'on arrête l'anticoagulant, il rethrombose systématiquement, c'est la ligne rouge entrecoupée là-haut. C'est anticoagulant stoppé. D'accord? C'est l'incidence cumulée de récidive. D'accord? Donc, et c'est vraiment une raison, enfin on ne connaît pas très bien pourquoi, on ne sait pas toujours très bien pourquoi le patient arrête son anticoagulant, mais ce qu'on considère comme un patient qui a un cancer actif, c'est quelqu'un qui a reçu un traitement non curatif, une récidive ou une progression sous traitement, ou un traitement qui est encore en cours. Et beaucoup de questions se posent sur ce traitement en cours parce que même des patients qui sont en rémission totale, qui ont un traitement qui va être de durée de 3 à 5 ans, voire 10 ans, je reviens par exemple à l'exemple du cancer du sein, ben ces patients sont considérés à risque et il faut continuer l'anticoagulant. Quel anticoagulant on va utiliser? On ne sait pas très bien. Toujours est-il qu'on prend en considération 2 éléments. On prend en considération le risque de poursuivre l'anticoagulant, baisser le risque de récidive, et le risque de continuer l'anticoagulant et de monter le risque hémorragique. Et là, les questions ne sont pas là encore blanc ou noir. On sait que le risque de récidive, au-delà de 6 mois, il baisse. On est passé d'un risque de récidive multiplié par 22 dans les 6 premiers mois à multiplié par 8, mais quand même, par 8, d'accord, après 6 mois. Et sur les diagrammes de droite, ce que ces diagrammes veulent dire, c'est que les cancers, les patients ne sont pas égaux. Il y a des cancers qui récidivent plus qu'ils ne saignent, il y a des cancers qui saignent plus qu'ils ne récidivent, et c'est vraiment une décision à prendre au cas par cas. Par exemple, le cancer du poumon récidive plus qu'il ne saigne. Cancer de la prostate saigne plus qu'il ne récidive. Probablement parce que ce n'est pas le même profil patient là aussi, et pas le même profil thérapeutique. Donc, n'imaginez pas que vous allez prendre une décision commune pour tous les patients de manière statique et que c'est vraiment des décisions dynamiques en perpétuelle modification. Bien évidemment, quand on poursuit les anticoagulants, on baisse le taux de récidive. Quand on poursuit les anticoagulants, on reste en risque hémorragique significativement plus important, mais on a l'impression que globalement, on gagne plus en récidive qu'en hémorragie au-delà de ce 6e mois, parce que même le risque hémorragique a baissé au-delà du 6e mois. Assez peu d'études finalement sur le long cours. Cette étude qui est SELECT-D, qui va voir le Rivaroxaban au-delà du 6e mois, elle a l'intérêt d'être faite. Le nombre de patients est ridiculement bas, vous voyez 100 patients par groupe, donc les conclusions doivent être prises avec des pincettes, mais bien évidemment, continuer un anticoagulant versus un placebo, on a moins de récidive, c'est évident, avec un signal hémorragique, bien évidemment, avec l'anticoagulant. Pour être un petit peu à la page, bien évidemment, vous avez vu ces recommandations depuis ce matin. L'intérêt de ces dernières recommandations qui ont été publiées cette année,
c'est qu'elles reviennent sur un certain nombre de questions dont on a parlé tout à l'heure, notamment la thrombopénie, notamment la prolongation du traitement au-delà de 6 mois, notamment sur l'indication d'un anti-10 chez les patients qui soient symptomatiques ou incidents. Donc elles ont l'intérêt de guider un petit peu la décision thérapeutique. Donc voilà. Je vais conclure en disant que cette association, maintenant, vous le savez, c'est une association qui est fréquente, en pleine évolution, à tout point de vue, dans les chiffres, dans les médicaments, dans la dynamique de prise en charge des patients, dans la survie des patients. J'espère vous avoir convaincu que la population est une population très hétérogène et qu'il est utopique de vouloir prendre une décision on va dire, tout seul, on va dire, dans son coin, et qu'il faut obligatoirement que ça soit une décision concertée entre tous les partenaires de prise en charge des patients. Le concept évolue. Aujourd'hui, on réfléchit cancer par cancer, et plus que cancer par cancer, séquence thérapeutique par séquence thérapeutique. Les AOD gagnent du terrain, bien évidemment. On pourra peut-être parler de la prévention primaire une autre fois, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire. La place des stratégies de prévention secondaire à dose réduite, on aura peut-être une réponse, parce qu'il y a une très belle étude qui est EPICAT, qui est en cours aujourd'hui, sur l'apixaban. Et bien évidemment, je suis une grande fervente de la possibilité de mettre en place une vraie RCP thrombose et cancer. Je vous remercie. Merci, professeur Tiazi, pour cette présentation extrêmement claire et explicite. Donc, le message clair, il s'agit d'individualiser la stratégie thérapeutique en fonction, bien sûr, du type de cancer, en fonction de l'ensemble des comorbidités du patient. Juste une petite question par rapport à la prévention. Donc, une fois que le patient a terminé ses 6 mois de traitement, traitement curatif de la maladie thromboembolique dans le contexte de la néoplasie, comment identifier les facteurs de risque de récidive et quelles sont les implications thérapeutiques par la suite? C'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir poursuivre le traitement anticoagulant si l'on considère que le cancer est traité et en rémission, ou est-ce qu'il va falloir plutôt maintenir un traitement anticoagulant au long cours si l'on considère que le patient est à très haut risque de récidive? L'élément majeur dans la décision à ce moment-là, c'est l'activité du cancer ou pas. Franchement, c'est vraiment la chose qui va vous dire, qui va vous permettre de réfléchir. J'ai pas mis cette diapositive, mais il faut savoir qu'à 6 mois, à peu près, en fonction des équipes, mais quand même, à 6 mois, entre 30 et 50% des patients ne sont pas en rémission. D'accord? À 6 mois, les oncologues sont là peut-être pour considérer qu'un patient est en rémission à 6 mois, c'est pas très fréquent, quand même. Donc, on va plutôt être à tendance dire que c'est des traitements qui vont être prolongés que des traitements qui vont être arrêtés à 6 mois. À 6 mois, est-ce qu'on va mettre un AOD, une HBPM ou un ABK? Bon, c'est différent, là, c'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'à 6 mois, l'AOD, bien sûr, est beaucoup plus pratique, mais on peut imaginer que les AVK, à ce moment-là, les patients ne seront plus en chimio. Enfin, ça va être différent. Mais bon, l'étude, il y a des études en cours aujourd'hui. La plus belle étude, c'est APICAT. C'est pour l'apixaban avec 3 bras. Et donc, ça va nous donner des réponses assez intéressantes. Merci, professeur Tiazi. J'aurais une question, s'il vous plaît, d'ordre épidémiologique. Quand on revoit l'étude Aveil-Mona de 2018 que vous avez publiée, dont les données d'investigation remontent, je pense, à une dizaine d'années, on trouvait que la prescription de la prévention pharmacologique était de l'ordre de 34% en milieu de cancérologie en général. À votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'on s'est amélioré? Et sinon, qu'est-ce qui fait encore que nos autres praticiens pêchons à prescrire suffisamment de prévention pharmacologique? Donc, Aveil, en fait, c'était une étude d'analyse d'activité. C'est une photographie one-shot. Hein, et c'est de la prévention chez des patients qui sont à risque hospitalisés. Donc, c'est
on n'est pas du tout ni dans le curatif ni dans le préventif primaire de quelqu'un qui est en chimiothérapie, chez lequel on veut éviter. Donc c'est vraiment de la prévention primaire. On a refait une deuxième étude un petit peu plus tard qui s'appelle Avail-Mona, où la thromboprophylaxie est montée à plus de 50% dans le médical, plus que dans le chirurgical d'ailleurs. Et qui veut dire que on améliorait, mais on était très en dessous de nos espérances. Cela dit, ce sont des données qui datent d'une dizaine d'années maintenant. Et je pense sincèrement que ces 10 dernières années, il y a eu un mouvement dans le cadre de l'évaluation des patients, qu'ils soient cancéreux ou pas cancéreux, pour que les patients bénéficient de la thromboprophylaxie, la généralisation de l'achat des HBPM. Donc je pense qu'on est mieux. Et la question, en fait, à votre question, la réponse est systématiquement évaluer tous les patients qui sont hospitalisés, J0, J3. Systématiquement. Que ce soit un réflexe. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau topo très complet et qui a mis l'accent sur le message le plus important, c'est que la population avec un cancer est une population très très hétérogène. Et imaginez qu'on va pouvoir prendre la même décision chez tous les patients, c'est tout à fait simpliste, je dirais. Alors nous, ce qui nous embête le plus en tant qu'oncologue, c'est plutôt, on n'a pas la phobie des AOD. On connaît les indications, les étapes que vous avez bien signalées. Vous avez montré une très très belle slide. Comment décider de quel AOD, les plaquettes, nausées, vomissements, quelle chimio, etc. Ce qui nous fait le plus peur, ce sont les interactions médicamenteuses. Surtout les nouvelles thérapies ciblées, les nouvelles immunos que nous-mêmes on ne connaît pas très bien. On n'a pas assez de recul. Et c'est pour ça que des fois, on se sent un petit peu plus en sécurité quand on prescrit des HBPM. On a plus de recul. Il y a franchement très peu d'accidents avec les HBPM. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez montré la slide avec les interactions. Il y a une slide, il y a tout des interactions avec chaque médicament, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait sur le plan clinique. Aujourd'hui, l'étude qui va me dire que la baisse de l'efficacité ou l'augmentation de l'efficacité clinique, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas. Alors, est-ce qu'elle n'existe pas parce qu'il n'y en a pas? Ou est-ce qu'elle n'existe pas parce qu'on n'a pas assez de recul? On va probablement, la réponse elle se situe un petit peu entre les deux parce que on disait la même chose quand on a commencé à prendre en charge les FA et on se disait il n'y a pas d'interaction, vous pouvez y aller. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des médicaments qui sont interdits avec la FA, avec les AOD, dans les anticoagulations au long cours, notamment certains antiviraux, antifongiques, antibiotiques, alors qu'on est parti de rien n'est interdit. D'accord ? Et il a fallu quand même une grosse dizaine d'années de recul pour avoir ces études, ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Le recul des AOD dans le cancer, il est de 5 à 6 ans maintenant, parce que beaucoup d'équipes ont commencé à utiliser les AOD. Vous avez vu le registre de la Mayo Clinique, ils ont commencé à utiliser les AOD il y a 6 ou 7 ans. Donc si quelque chose doit sortir, elle va sortir là. Et ils sont à la page aussi par rapport à l'utilisation des des antinéoplasiques, des thérapies ciblées, ainsi de suite. Donc si quelque chose va sortir, elle va sortir dans les 2 années qui viennent, si elle n'est pas encore sortie. Chose sur laquelle je voulais aussi insister, c'est que ce qu'on appelle le range, j'arrive pas à trouver le terme en français, mais bon, l'intervalle, voilà, l'intervalle d'efficacité et de sécurité des AOD est très large. Ça veut dire qu'on peut faire varier le taux de manière relativement importante sans vraiment être, on va dire, trop effrayé, comme pour les AVK où on a une ligne de tir qui est beaucoup plus étroite. Pour les AOD, on peut se permettre que l'intervalle de taux soit large. Ce qui explique peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'interactions, qu'il n'y aura pas beaucoup de pertinence clinique à ces modifications. Peut-être. Mais bon, il faut rester vigilant, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que les thérapies dont vous parlez, c'est des thérapies de long cours. Exactement. Et ce n'est pas du 3 mois. Je veux bien si c'est 3 mois. Mais si c'est des gens qui gardent 1 an, 2 ans, 3 ans de traitement, je les vois mal se piquer tout le temps. Voire plus. Plusieurs années de traitement. Donc,
plusieurs séquences thérapeutiques, et comme vous l'avez on dit, à chaque donnera- séquence. Ouais. On donnera les AOD. Maintenant, est-ce qu'on les donnera de manière différente, avec des doses différentes? Peut-être, on verra. D'accord. Une dernière question, parce qu'il y a la pause café, pour pouvoir enchaîner sur la dernière session à 16h30. Vas-y, docteur Samdi. Donc ma question, professeur Tazi, c'est qu'on nous demande actuellement de faire régulièrement un bilan biologique, y compris les dédimères pro-BNP troponine. Que faire si la cinétique des dédimères augmente chez un cancéreux et continue d'augmenter sans qu'on trouve une preuve sur une thrombose C'est quoi les veineuse dédimères? artérielle? Dédimères, ça existe? Je sais pas, moi je connais pas. Oui, vous connaissez vous les dédimères? Je sais pas qui connaît les dédimères ici. Personne. Voilà.